Les retardateurs arriveront à la suite, je pense qu'on va démarrer. Bonjour à tous déjà, et merci d'être venus parce que c'est un peu grâce à vous, c'est vous qui faites le succès de ces meet-up. L'origine de ces meet-up, c'est quoi? C'est de réunir l'écosystème trading en fait, plein de traders, parce que nous on est des passionnés de trading. On a fait nos études en finance, ensuite on a travaillé dans des banques, dans des fonds d'investissement. Et il y a environ 1 an et demi, 2 ans avec James, justement on a monté une plateforme de trading pour simplifier et rendre accessible la bourse au plus grand nombre en fait. Oui, donc Money Push, ça permet de rendre transparent la manière dont les ordres sont exécutés et ça permet aussi d'avoir un money management automatisé. Et on s'est rendu compte que les personnes qui vont trader le plus sur Money Push, ça va être celles qui vont gagner de l'argent. Et donc on s'est dit, donc ça va être les traders les plus efficaces. Et c'est pour ça qu'on organise finalement ces événements qui sont ouverts à tous, que vous soyez trader sur Money Push ou pas. C'est vraiment pour permettre d'aller plus loin dans la connaissance dans le trading et la technique et les techniques de trading. Voilà, donc on va essayer justement de respecter un timing pour que justement tout le monde soit libéré à une heure fixe. Et on va essayer de se fixer ça à 21h, d'avoir fini, que ce soit avec le petit buffet à la fin à 21h. On va avoir 3 belles présentations aujourd'hui. On va avoir non seulement Sylvain Loganadin, on va avoir Yves Benoît et on va avoir Hugo qui s'est déplacé de très loin pour venir, mais qui vous expliquera tout ça tout à l'heure. Voilà. Donc, moi ce que je vous conseille, on va applaudir chaleureusement Sylvain Loganadin qui va commencer après. Ouais, tu peux justement te connecter. Alors bonjour à tous, je suis Sylvain Loganadin de chez TDFX. Je suis analyste de marché déjà depuis près un an chez eux. Donc j'ai 2 émissions le matin, donc une à 8h45, une à 13h. Si vous voulez me suivre également sur Twitter, donc c'est Sylvain-8-FX. Je suis spécialisé globalement sur le DAX, donc l'indice allemand que vous connaissez, mais également quelques paires de devises comme USDK, euro-dollar, USD-yen. Et aujourd'hui, le thème de la présentation, ça va être en fait les tendances dans les semaines à venir sur le Forex en fait globalement. Quelques stratégies que vous pourriez utiliser dans votre trading au quotidien suite aux événements qui vont arriver, la BCE la semaine prochaine, éventuellement le Brexit le 23 juin prochain. Donc ça justement, si vous avez tradé un peu le GBP Yen, le GBP 4, vous avez constaté qu'il y avait pas mal de mouvements à prendre, il y avait des beaux swings à prendre. On va regarder tout ça de façon un petit peu graphique via TradingView. Je vais vous demander en fait globalement qu'est-ce que vous attendez de cette présentation, un petit peu comme ça globalement. Personne ne se lance. Vous voulez quoi? Vous voulez plutôt de l'analyse technique ou plutôt des stratégies de trading en fait? Des stratégies. Plus des stratégies. Bon, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. On va faire un peu d'analyse technique. Écoutez, on va commencer déjà par GBP Yen. Parce que ça c'est vraiment une paire de devises où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Là pour le coup, c'est une paire de devises où il suffit vraiment que de shorter, enfin en tout cas depuis le début de l'année. Alors pourquoi justement le yen japonais, il faut le payer en fait en ce début d'année? Pourquoi? Ça c'est une question, mais il faut savoir déjà pourquoi on paye du yen depuis le début de l'année. Il y a une aversion, quand même une aversion au risque. Ok, et du coup d'où elle vient cette aversion au risque? Du contexte des marchés asiatiques déjà, je pense. Ouais, ça c'est une première bonne donnée. Après... Globalement, oui, tu l'as bien souligné, c'est l'aversion au risque. En fait, cette année, c'est un petit peu... déjà, on perd à peu près 10% sur la majorité des indices actions mondiaux, que ce soit européens ou américains. Donc, d'une part, on a un peu une migration de flux de capitaux des marchés actions européens et américains vers les marchés monétaires, vers les marchés obligataires comme le Bund, et vers les marchés des métaux précieux comme le gold, comme l'or. Donc ça, c'est un petit peu les valeurs refuges qui surperforment en ce début d'année. C'est un petit peu ça qu'il faut payer, en fait. Et globalement, qu'est-ce qu'on a en fait sur le yen japonais? Ça c'est un graphique daily. Depuis le début de l'année, on a eu ce type de mouvement. Je vais supprimer ça. On a eu un magnifique breakout et à ce moment-là, en fait, la stratégie, là en tout cas, c'est vraiment de payer du yen japonais, limite de façon, pas forcément agressive, parce que c'est un petit peu dur, mais en gros, chaque rebond, c'est un petit peu la bonne opportunité de rentrer. Hop, donc ça, je vous fais une petite analyse. C'était ici, tout a commencé en gros, voilà. Octobre-novembre 2015, puis là ça s'est vraiment accéléré depuis le début de l'année. Depuis 2016 ça s'est vraiment accéléré. Donc là dans les jours à venir, les niveaux à surveiller sur GBP 4, sur GBP 1 autant pour moi. Alors ça va être, prochain niveau, on a eu ici un beau rebond, je me rappelle que j'ai pris un petit short, et là j'avais coupé, malheureusement.
Donc là, les prochains niveaux d'entrée, à mon avis, ils seront là. Ceci, ok, ça. Petite ligne de tendance. Le prochain prix le plus intéressant pour moi, quasiment dessus en fait. Quasiment dessus. Ça, je peux le mettre en dessous. Ouais, mais en fait, le prochain prix intéressant sur GBPN, pour moi, il est plutôt là. En fait, on est quasiment dessus. En fait. Là, le risque-reward ratio, il serait intéressant en fait. Dans la mesure où si on initie une petite position vendeuse, on pourrait avoir ici un petit scénario d'invalidation autour de 158. Enfin, en tout cas, si je prenais une vente, c'est ce que je ferais, hein, je prendrais une vente à peu près sur ces niveaux. Je mettrais un stop assez court, autour de 157,80, 158, pour viser le dernier plus bas, 153, limite 152, et pourquoi pas une accélération pour aller viser 150. Après ça, c'est un peu fort, mais ça serait un scénario intéressant. Après, par contre, si on casse ici, bon, on peut laisser rebondir un peu plus fortement, un petit peu comme ce qu'on avait ici. Donc ça, GBPN, c'est une bonne paire de devises. Elle est aussi intéressante parce que là, en ce moment, on price beaucoup aussi le Brexit sur les marchés. C'est-à-dire qu'on va un peu vendre agressivement de la livre sterling parce qu'on anticipe une sortie de la Grande-Bretagne. Même si ce n'est pas forcément le cas, même si elle va peut-être rester en zone euro le 23 juin, les investisseurs en tout cas price dans les cours cette nouvelle. Donc ensuite, le 23 juin, quoi qu'il se passe, je pense qu'on aura un mouvement un peu de rachat de short. Un petit peu comme ce qu'on avait sur l'euro-dollar l'année dernière, je ne sais pas si vous avez suivi. On a payé agressivement du dollar, on a vendu de l'euro. Puis quand la BCE avait annoncé justement qu'elle augmentait son PSPP, non pas dans le montant nominal mensuel, mais plutôt dans le temps, sur ces rachats d'actifs, on a eu un effet bullish sur l'euro, alors que tout le monde s'attendait à une grosse chute de l'euro et même la parité. Je pense qu'on aura le même scénario. On vend agressivement de la livre sterling, mais le 23 juin prochain, quelle que soit l'issue, on aura, je pense, un rachat de short assez important. Après, ça, c'est un scénario comme un autre. C'est pas forcément non plus ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est un petit peu ce sur quoi je table. Alors, vous avez aussi une autre paire de devises qui est intéressante, c'est USDK. Surtout que là, c'est un petit peu la clôture mensuelle ce soir. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu USDK, mais le mois dernier, on avait ceci, on avait un magnifique marteau inversé, donc déjà, ça annonçait un peu la couleur. Et là, ce mois-ci, on confirme avec une baisse. On reste au-dessus de ce niveau de support ici, au-dessus des 1,34, 60, 1,34, 1,35. Pour l'instant, le support est conservé, mais on a un petit peu ce type de configuration-là. Vous voyez ici, ça c'est le type de configuration de retournement, c'était 2008-2009, c'était les années de la crise. Et là, cette année, au final, tout le monde se pose la question d'un éventuel crack. Est-ce que 2016-2017, ça va être l'année du crack? Si on regarde au niveau de la saisonnalité, c'est à peu près tous les 7-8 ans qu'on a un crack. On tombe pile dans le bon timing, entre guillemets. Donc là, ça serait éventuellement le bon timing, surtout qu'au niveau des volumes ici, vous voyez, on a énormément de volume par rapport à ici. Donc là tout allait bien, entre guillemets, c'est une phase de hausse soutenue, rien de spécial. Voilà, la hausse était soutenue par des volumes, puis là on a l'impression qu'on a un beau retournement en fait. On a énormément de volume, donc là, je pense que l'USDK, il y a une belle opportunité baissière à prendre. Si vous êtes en swing, il y a un premier niveau de prix qui serait les 1,30. Mais alors ça, c'est vraiment pour du swing. 1,30, pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, c'est un niveau technique assez important, on l'a testé plusieurs fois déjà. Ici, par contre, on casse 1,30, c'est 1,25, et puis globalement 1,20. 1,25 à 1,20. Après, c'est à horizon de temps plusieurs mois, donc ça sera même pour 2017. Vous voyez ici, regardez, dans le mensuel. Donc là, c'est vraiment si vous voulez être sur du très très long terme. Si vous voulez faire du swing, vous le mettez un petit peu en daily, vous allez constater une chose, c'est qu'ici, ça, ce niveau-là de prix est intéressant. Si je devais positionner sur USD-CAD, j'attendrais qu'il revienne sur ce prix-là. Je sais, c'est un petit peu beaucoup, mais ça serait le niveau de prix le plus intéressant. Après, on l'aura peut-être pas forcément, mais en tout cas, au niveau du point d'entrée, c'est le plus intéressant. Au niveau du risk-reward ratio, c'est le plus intéressant, parce qu'on rentre ici, on aurait un petit stop assez court pour aller viser au minimum à peu près cette ligne de prix là, 1,30. Donc là, ça ferait quand même pas mal de pips dans le danger. USD-CAD, je vais vous demander une chose. Qu'est-ce qui pourrait justement bénéficier au taux de change USD-CAD en termes de consolidation? Qu'est-ce qui pourrait faire que la paire chuterait globalement? Si par exemple la Fed était un peu moins bullish sur ses relèvements de taux. Donc si la Fed était un peu plus dovish, ouais, donc d'une part, et d'autre part, en fait, ça serait aussi corrélé fortement au pétrole, en fait, parce que le dollar canadien, il évolue fortement en fonction des cours du pétrole. Pourquoi? Parce que le Canada est le 5e, il me semble, pays exportateur de pétrole, donc du coup,
leur revenu dépend énormément du pétrole. Donc si on a un rebond du pétrole fort, on aurait une belle appréciation du CAD. Même à dollar constant, on aurait un USD CAD qui reviendrait sur 1,3250 puis 1,30. Donc ça, c'est un petit peu un des dossiers qu'il faut surveiller dans les semaines à venir. Le scénario bearish USD CAD, il est vraiment intéressant. GEPN bearish, USD CAD bearish. Alors maintenant, je vais essayer de voir si on a le gold ici, c'est USD. Celui-là est vraiment intéressant aussi. Alors pour le coup, celui-là, il m'a bien eu à revers parce que vers novembre 2015, je voyais un retour sur 1000$ l'once. Au final, on a été stoppé à 1044$ l'once. Il a fortement rebondi. Puis en plus, si vous regardez un petit peu en hebdomadaire ou en mensuel, on a une belle configuration haussière qui se prépare. Donc ça, le gold, ça peut être éventuellement intéressant pour un swing à l'achat. Après, bon, je n'aime pas trop payer le gold, mais c'est pas non plus on peut rentrer dans les considérations un peu plus personnelles, mais globalement, vous avez ceci en weekly. On aurait ceci sur le gold. On a une belle cassure hebdomadaire. On a eu un beau pullback. Sur le court terme, je vais vous donner aussi le timing d'entrée. Ça, c'est aussi important. On a ceci sur le gold. Au final, on est sorti par le haut. Pullback. Donc pour l'instant, ça reste neutre. Globalement, il y a plus de chances que ça soit bullish que bearish, on est d'accord. Ici, si on réintègre, ok, c'est bearish. Mais moi, ce que je vois ici sur le court terme, et c'est ce que j'attends en fait depuis quelques jours, c'est ceci. On a un magnifique triangle, une figure chartiste d'hésitation. Là, le plan il est tout annoncé entre guillemets. Il y a juste à attendre la sortie et ensuite à suivre le sens, tout simplement. Là, pas besoin d'entrer agressivement achat-vente, achat-vente. Là, c'est simple, on a un triangle. On en sort par le bas. Vous initiez, vous faites ce que vous voulez, mais il y a une opportunité baissière avec un stop encore une fois très court pour viser au moins un retour sur cette trendline, c'est-à-dire un niveau de prix situé autour de 1200$ l'once. Si par contre elle caisse par le haut, là vous savez ce que vous faites, ça sera plutôt aussi. Et puis le niveau de prix à surveiller pour la résistance, il sera, le gros niveau de prix, il sera celui-là, et puis dessus on aurait celui-là, ouais, on aurait 1278$ l'once. Ensuite, on aura un gros niveau à 1290 et ensuite on aurait 1307, bon 1300$ globalement. Donc là, votre timing il est quasiment fait. Là, il suffit juste d'attendre, de faire preuve de patience et puis on aura quelque chose. Sachant qu'on a les NFP vendredi, peut-être que les NFP justement aideront un petit peu les cours à sortir de cette figure chartiste par le haut ou par le bas. Hein. De toute façon, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est juste d'avoir un petit peu le sens de la tendance pour pouvoir l'exploiter. Ça, c'était pour le gold. Alors le boot, je sais pas si on l'a. Ouais, voilà. Le boot, lui aussi, il profite bien un petit peu de ce sentiment d'aversion au risque et du coup, il est ultra bullish. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge. Pourquoi? Parce que justement, quand les capitaux migrent des marchés actions européens, enfin des marchés actions vers les valeurs refuges, on va chercher de la dette, on va chercher un petit peu des placements sans risque. Et le boot, ça fait partie de ces placements sans risque, c'est le 10 ans à jour. Donc là, clairement, le boot, le plan il est assez simple au final. C'est vraiment un plan linéaire, il suffit de payer. Maintenant, à quel niveau de prix? Ça, c'est la question. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'au final, le boot, vous voyez, il retrace pas énormément. Ça paye n'importe quel repli. Donc au niveau des prix éventuellement intéressants à aller chercher, on pourrait commencer à surveiller ceci. Encore une fois, ça va être un peu compliqué d'aller chercher cette ligne de tendance, c'est vraiment un extrême. Donc ça, c'est vrai que ça me dérange un peu de payer du boot parce que j'ai l'impression qu'il est un peu haut. En même temps, on sait qu'il ne fait que monter, donc on est frustré quand on le voit monter encore plus. Il faudrait éventuellement attendre un retour sur cette ligne de tendance-là. Pour l'instant, ça reste assez compliqué sur le boot. Enfin, soit on est dedans, soit faut prendre le risque de payer et se dire qu'on paye un peu haut, mais que la tendance est aussi. Donc là, si vous n'êtes pas dedans, moi je l'éviterai en tout cas. Après, ça, c'est encore une fois un biais personnel. Alors, on va regarder un petit peu le DAX. Assez intéressant ces derniers temps. Assez intéressant pourquoi? Parce que c'est vraiment un rallye sur le DAX depuis quelques jours, c'est un petit peu n'importe quoi, comme sur le CAC. On a vraiment un marché qui est hésitant, un marché qui veut pricer éventuellement une action de la BCE, donc on a gagné 8-10% à un moment ici, donc dans cette phase-là. Par contre, on bloque clairement sous résistance. On bloque sous résistance, on est pile dessus.
Moi, je vais peut-être m'engager un peu sur cette stratégie, mais je vais donner une vision baissière. Un petit peu. Enfin, de toute façon, j'ai une vision baissière sur les indices pour 2016. Je vais argumenter. Moi, je pense vraiment que 2016, c'est l'année un petit peu de la consolidation des marchés actions. D'accord? Communément appelé crack. Maintenant, il nous faut juste un élément, un choc exogène, en fait. Ça pourrait être la faillite d'une banque, d'une grande banque. Ça pourrait être justement un petit peu des cours du pétrole qui s'effondrent. Il y a plusieurs vraiment facteurs possibles. Mais je pense vraiment que 2016, ça va être un petit peu l'année de la consolidation. Alors, on vient de perdre 10-12%. Je pense qu'on peut aller chercher un moins 15, moins 20% sur l'année. On est qu'en février en plus, donc on a tout le temps. Même s'il y a un rebond assez fort du DAX, même si ici il échoue pas, enfin moi je tape sur un échec ici pour revenir ici, même s'il échoue pas forcément sur ce niveau de prix qui remonte à 10 500, je pense que l'année il la clôturera dans le rouge. À mon avis, on n'aura pas une année à plus 5, plus 10% cette année. Ça me paraît assez compliqué. À moins qu'on ait une BCE ultra accommodante et une Fed ultra accommodante aussi. Mais bon, ça paraît un peu plus compliqué. On va regarder un peu l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, la stratégie... Alors ça, c'est une stratégie qui est toute nouvelle. Elle a été initiée aujourd'hui. Alors, ici, vous avez sur l'euro-dollar une belle cassure. Donc là, c'est simple. On est un petit peu sur un scénario pas forcément swing, ça dépend. Un petit swing de 3-4 jours, peut-être une semaine ou deux. Ici, on a un timing qui est idéal pour entrer à la vente. Alors selon moi honnêtement, je vois vraiment une opportunité baissière. J'ai hésité à le prendre, j'attendrai peut-être le pullback. Mais ici, euro-dollar, il n'y a pas mieux comme timing. C'est exactement ce qu'on avait fin août, début septembre. On avait un gros canal comme ceci et on a cassé. Ici, on peut aller chercher au moins un niveau de prix autour des 1,06, je pense. 1,06, ça peut être intéressant, c'est un gros niveau de prix, certes. Peut-être pas 1,06 parce que c'est beaucoup, mais au moins 1,07, 77, 1, voire, et pourquoi pas les 1,07, 0,66. Euro-dollar, ça c'est, il y a au moins 100, 200 points à l'écran, à la baisse. Après, j'ai toujours un scénario bullish euro-dollar en 2016. Je vois toujours un euro-dollar peut-être aller chercher les 1,15. Ça va être compliqué, bon, il reste une année pour aller chercher 1,15, 1,16. Mais bon, en tout cas, si je dois le payer, j'essaierai de le payer dans cette zone-là. Et ensuite, on laissera courir. Bon, il a quand même été cherché au plus haut un 13,70. Dommage qu'il n'ait pas été cherché les 1,14 directement. C'est pas grave, on attendra. Là, le marché price clairement une action de la BCE, c'est pour ça qu'on vend de l'euro. Mais moi, je pense que jeudi prochain, Draghi va décevoir en fait les marchés. Je pense pas que ce qu'il va annoncer, ça va rassurer les investisseurs. Et donc, du coup, je pense que les marchés actions vont peut-être consolider. Et puis l'euro, je ne sais pas s'il va vraiment consolider. Parce qu'il a aussi un espèce de statut de valeur refuge. Il y a vraiment un gros débat là-dessus. Est-ce que l'euro est une valeur refuge? Je ne pourrais pas répondre à votre question parce que j'ai pas spécialement un avis là-dessus. Mais je constate quand même que depuis le début de l'année, il a bien performé. Bon, en ce moment, le dollar se reprend, mais l'euro n'est pas dégueu. Regardez le pétrole. Alors, le pétrole, ouais, ça c'est un dossier assez chaud aussi. Ça, c'est le TI, mais pourquoi j'ai pas vu? Je sais pas comment il s'appelle le TI ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ouais, non, ça ne va pas être ça, 14 $ le baril. Ça c'est possible. Au pire, si on ne le trouve pas, c'est pas grave. Je cherche un truc. Celui-là, j'aurais bien mieux vous montrer parce qu'il est pas mal aussi. CCL, Celui-là? futur CCL. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est une sous-catégorie ça. Je sais pas comment c'est ici. Ah ouais. Pour le 1, du coup, je sais pas. 33 $, ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est ça. Ok. Ok, donc le WTI, globalement, le pétrole, stabilisation, c'est pas encore fortement bullish, mais stabilisation, c'est ce qui permet au marché de rebondir.
par contre, on n'est pas encore d'une grosse tendance haussière. Parce que si vous regardez juste ici au niveau technique, on est pile sur quoi en fait? Je vous pose la question. Personne? Et ben on est pile sur une résistance en fait. Ça c'était un gros niveau plancher, c'était un gros niveau de support. Ça peut être un W aussi, non? Comment ça? Un double bottom. Ici? Ouais. Appuyé par une divergence haussière. Ça c'est une des possibilités. Après, je reste encore prudent sur le pétrole. Parce qu'il n'y a aucun accord qui a été signé pour l'instant. Il n'y a aucun accord, il n'y a rien du tout en fait. On a eu la PBOC qui a dit justement qu'il licenciait 500 000 travailleurs de l'industrie du pétrole. Justement, ça a aidé aussi les cours à un petit peu progresser aujourd'hui. Mais j'attends vraiment des mesures plus concrètes en fait de la part de l'OPEP. J'attends vraiment, pas forcément un gel de la production, mais au moins une réduction, ne serait-ce que pas forcément significative, mais actée en fait. Le problème c'est qu'ils veulent geler leur production, mais que dans le même temps on a le ministre iranien qui dit que justement ce gel de la production ne devrait pas soutenir une hausse des cours du pétrole, donc en fait on s'en fiche un peu. On a un petit peu une guerre, on a les États-Unis qui restockent, enfin voilà, c'est vraiment un petit peu n'importe quoi sur ce marché. Ouais, c'est une guerre en fait, hein, c'est une guerre de part de marché. Il n'y avait pas un objectif de 24 aussi? Un objectif de 24? C'est plutôt Goldman Sachs non, qui disait ça. C'était une grande banque. Goldman, je ne sais plus quel objectif ils avaient, je crois qu'ils avaient 25 $, non? Non, mais si on fait un Fibonacci entre de 100% à partir de la montée précédente, Extension. on aboutit à 24. Ici, de toute façon, Enfin, si bon. on vient casser ce support, on va aller chercher un peu plus bas que 24, à mon avis. C'est possible. Hein. À mon avis, on pourrait même aller chercher 20 $ le baril. Après, bon, maintenant, pétrole, je ne me mettrai pas forcément dessus à court terme. Enfin, j'aurais plus tendance à privilégier un scénario baissier qu'autre chose. Voilà, bah, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Je vais montrer un peu mes stratégies les plus court-termistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous utilisez les Fibonacci? Ouais, beaucoup. Notamment sur les indices en fait. Ça marche beaucoup sur le DAX si vous voulez. Il y a un petit trick si vous tradez le DAX, surtout en intraday, c'est les Fibonacci, les points pivots aussi qui sont calculés automatiquement. Ça vous évite en fait de le faire vous-même, mais c'est surtout en fait beaucoup utilisé par les algos en fait sur le DAX. Beaucoup de traders qui tradent le DAX utilisent les Fibos, les bandes de Bollinger, et elles vous aident aussi beaucoup à vous repérer. Le Bollinger, c'est piégeux en fait. C'est pas piégeux dans le sens où vous Ça prenez doit les. être tout le temps en haut ou en bas de la bande de Bollinger. Ça dépend le paramétrage que vous avez en fait. Oui. Vous prenez les bandes de Bollinger sur 2 heures avec un écart type de 2,5, elles sont globalement propres. Vous les prenez sur une unité de temps 15 minutes. Et en fait, vous vous rendrez compte qu'en fait vos niveaux ils seront forcément touchés. Pas forcément touchés, mais le plus souvent touchés. Et vos points pivots aussi vont vous aider à payer ou à vendre un seuil. Globalement, c'est vraiment une belle astuce sur le DAX. Combien l'écart type vous avez dit? Comment ça? Combien l'écart type vous avez dit? Alors 2,5. Et l'unité de temps, la période de temps sur laquelle il la calcule, c'est la 2 heures. Ça c'était RobiTrade justement qui l'avait donné il y a quelques années. Ouais. C'est quoi il fait Fibonacci? Fibonacci, en fait, regardez, c'est un outil technique C'est une suite, normalement. qui va vous La permettre en technique, fait. c'est ça. Ouais, c'est pas mal en fait sur l'euro-dollar, sur le DAX, etc. En fait, ça va vous donner, en fait, quand vous avez un mouvement aussi au baissier, vous mettez votre Fibonacci et vous avez les seuils de retracement en fait, 38,2, 61,8, etc. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir des niveaux déjà précalculés, des niveaux que beaucoup de traders surveillent, les niveaux les plus importants. Ça peut vous permettre ensuite de rentrer soit à la vente, soit à l'achat. Mais après, il faut les combiner, ça ne peut pas vous servir. Un Fibo, ça ne peut pas à lui seul vous dire ok, j'achète ou je vends sur tel ou tel niveau de prix. Il faut vraiment une combinaison de plusieurs éléments. C'est un petit peu pour vous aider dans votre analyse technique. Voilà. Vous avez d'autres questions? Ouais. Quand on place le point de pivot automatique, Mmh. est-ce qu'avec les bandes de Bollinger, on est obligé de, en fait, quand ça retombe sur point de pivot S1 et S3, ça doit retomber au même endroit? C'est ça? Non, bah après, j'ai pas forcément les. Alors, je sais pas si ici il y a des indicateurs, on va peut-être essayer. Comment on pourrait faire ici? Je vais voir si on a un point pivot. En fait, plus vous avez d'indicateurs au même endroit, par exemple, si vous avez un point pivot, je veux dire, on va dire que vous avez un point pivot ici, d'accord? D'accord, ici, on va dire que c'est votre R1, d'accord, votre résistance 1 journalière. Vous avez une bande de Bollinger ici, vous avez une divergence baissière ici, d'accord, vous avez trois quand même éléments techniques qui font que ça baisse. Puis vous avez une EMA 50 qui vient passer ici, qui fait un truc comme ça, qui vient ici.
Vous avez 4 éléments techniques baissiers. Vous avez deux solutions. Soit vous la jouez agressive, vous shortez directement ici. C'est agressif parce que vous n'avez pas vraiment de signaux. Enfin, vous avez des signaux, mais vous n'avez pas de. Au niveau des chandeliers japonais, vous n'avez rien qui vous indique une baisse. Soit vous attendez le timing parfait, enfin pas parfait, mais c'est une façon de parler. Vous avez tous vos signaux baissiers, vous attendez juste la cassure d'une trendline pour confirmer et ensuite vous rentrez. Ça, c'est une des méthodes que j'utilise. Voilà, c'est soit aussi ultra agressif, soit on va dire un peu plus tempéré. De toute façon, plus vous avez d'indicateurs qui vont dans le même sens, mieux c'est pour vous. Vous avez plus de probabilité que votre scénario il soit bon. Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous utilisez par rapport à ça? Le SAR? Non, moi je l'utilise pas. Non, uniquement le RSI. Mais après, je sais qu'il y en a Le RSI, beaucoup. c'est piégeux aussi. Hein? Le RSI peut toujours. Le RSI, alors faut l'utiliser, ça dépend comment vous l'utilisez. Moi je l'utilise uniquement pour les divergences en données 4 heures et journalières. Pas autrement. Ça veut dire que c'est pas un RSI qui passe au-dessus de 50 ou qui passe en dessous de 50 qui va me donner une indication. Ça, je m'en fiche un peu. Je vais uniquement surveiller les divergences. Haussière, baissière cachée, etc. en fait. C'est juste pour ça. Mais encore une fois, un RSI à lui seul, il ne va pas vous dire si un mouvement est haussier ou baissier. Ça vous donnera peut-être 20-30% de probabilité, après il faut le cumuler avec d'autres choses. Voilà. Ah, une question, ouais. C'est peut-être un peu hors sujet, mais c'est juste pour savoir, est-ce que vous faites tout ce qui est micro-trading algorithmique? Alors moi, non, je programme pas, j'ai pas d'algorithme. Après, moi, je préfère toujours prendre mes décisions manuellement. Après, c'est un choix, hein. Mais je pense qu'on fait toujours les choses par soi-même, enfin un peu mieux. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des avantages aussi à avoir des robots. Il n'y a pas d'émotion, c'est automatisé, au niveau du money management, c'est propre. Ça, c'est les avantages des robots. Moi, je pense que les désavantages, c'est que justement, faut les changer, enfin, faut tout le temps les monitorer, faut les adapter en fonction des conditions de marché. Et puis voilà, si un jour le robot se crache, bah, moins 80%, ça arrive très vite. Il faut vraiment faire attention. Après, bon, il y a deux écoles qui s'affrontent là-dessus. Moi, je serais plus trading manuel, vraiment à l'ancienne. Les robots trading, enfin ceux qui ont des robots des algos ultra poussés, c'est ceux qui font le plus d'argent. C'est tant mieux pour eux, mais c'est vraiment des La robots. différence, c'est qu'avec des algo-traders, on peut développer des indicateurs custom. Ouais. Là, c'est tout le monde qui utilise les mêmes en fait. Pas forcément, parce que justement, il y avait un trader qui s'appelait Philippe Roux. Le type développe ses propres indicateurs en fait. Il n'a pas de robot trading, mais il développe ses propres indicateurs. Et il a une batterie de 80 indicateurs qu'il a customisé lui-même. Enfin, je sais pas comment elle fonctionne, hein, il a ses machins, ses trucs, il y a un voyant vert qui s'allume, c'est-à-dire un signal d'achat, machin. Il a trouvé ses propres trucs en fait. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je programme pas d'indicateurs personnellement. J'utilise ceux un petit peu à l'ancienne, mais bon, c'est possible d'avoir vos indicateurs. Je crois que j'ai peut-être raté la présentation, mais vous faites ça au sein d'une banque ou d'un cabinet? En fait, je suis chez un courtier, chez FXM, je suis chez DailyFix en fait. Ah oui, donc nous en fait on écrit des articles, etc. On fait des points de marché à 8h45 le matin, à 13h l'après-midi. Et toute la journée un petit peu sur les réseaux sociaux, on poste un peu des analyses, des opportunités de marché. En fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, vous êtes plus sur l'analyse pure que le trading lui-même? Ouais, après ça dépend, vous avez différents types d'analyses. Vous avez des analyses qui vont juste vous dire bah, c'est un monté parce que ceci, parce que cela. Moi je suis plus partie de ceux qui vont essayer d'anticiper un peu. C'est-à-dire que je vais avoir une opportunité, je vais dire voilà, là je pense qu'il y aura ça qui va se passer, etc. Je vais argumenter derrière. Après ça passe pas, tant pis. Mais au moins je vais donner en fait si vous voulez un point de vue. Donc j'essaie vraiment de me rapprocher le plus possible du trader pour justement lui donner de l'info pertinente. Pas juste de commenter une fois que c'est passé, parce que je trouve que c'est pas forcément intéressant. Sur le site, vous avez un historique de vos conseils et puis pour voir si ça marche. L'historique il est simple au final. C'est les émissions, elles sont toutes sur YouTube. Si vous voulez l'historique, vous le faites pas vous-même, je veux dire en tout cas. Ah non, c'est trop boulot. Vous imaginez, j'arrive à 5h le matin, je repars vers 21h, 22h, je pense que c'est à faire de noter toutes les stratégies. Je le faisais à un moment, je l'ai essayé de le faire pendant un mois, puis à un moment, voilà, ça m'a saoulé quoi. Je veux dire, compter chaque pips, etc. Alors j'essaie de le faire du mieux que je peux, là depuis 2016, j'essaie de faire un compte. Mais ouais, c'est pas forcément évident de tout le temps être sur tout, parce qu'il y a tellement de projets que... Voilà, si vous gagnez de l'argent, vous avez des petites mains possibles, vous pouvez mettre ah ouais, moi j'ai mon petit compte de trading, oui forcément. Mais celui-là je vais pas le montrer, j'ai pas le droit de toute façon, réglementairement parlant, j'ai même pas le droit. Je veux dire que s'il y a des moyens dans votre entreprise, vous pouvez prendre des stagiaires pour faire ça. Ça vaut peut-être le coup quand même. Ouais, enfin bon, prendre un stagiaire pour faire le bas boulot, enfin c'est pas intéressant pour le stagiaire je pense. C'est pas du bas boulot, hein, c'est du test pour voir si ce que vous dites marche. Oui. Non, c'est quand même quelque chose d'important. d'important. On recrute un stagiaire pour qu'il fasse le compte de nos stratégies. Non, je pense que l'intitulé du stage ne sera pas accepté par l'école, hein, de toute façon. Vous pensez ça? Ah bah,
c'est un peu de l'exploitation. Je suis apprenant. Je suis étonné aussi, hein, parce que quand même. Ah oui. Ça me paraît. Ouais. Alors que vous prenez ça avec tant de légèreté, ça me paraît vraiment aberrant. Bah, moi, je suis pas gestionnaire de fonds, donc j'ai aucun compte à rendre, entre guillemets. Bah, vous donnez Vous des savez, conseils j'ai aux gens, pas vous des gens entraînez des gens, effectivement, vous n'avez pas de compte à rendre, mais c'est... Moi, je donne juste en fait mon point de vue sur les marchés. D'accord, je vous donne mon point de vue et je l'argumente. Après, vous prenez pas, ça m'est égal, entre guillemets. Je partage mes idées comme un trader le ferait sur Twitter, comme par exemple, Oui, je le ferais sur c'est ce Facebook. qu'on fait depuis des années. C'est ce que nous on fait en fait. On partage juste notre point de vue. Après, vous nous suivez ou vous ne nous suivez pas, ça ne dépend que de vous. On n'est pas responsable de ce que vous faites. C'est comme si vous postiez un truc sur Twitter ou Facebook, vous mettiez je suis haussier DAX, je vise tant de points, je vous suis, puis je vous tiens responsable de la perte. Et puis si c'est des gains, je vous tiens pas responsable, je dis c'est moi qui ai gagné alors que j'ai suivi votre analyse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut avoir un suivi des stratégies, mais de toute façon il est fait dans tous les cas. Moi en tout cas, en ce qui me concerne, j'annonce que ce soit gagnant ou perdant, j'annonce tout. C'est-à-dire qu'en émission, si je me suis trompé sur une stratégie, je vais dire je me suis trompé sur cette stratégie, on a perdu tant de points, j'ai perdu tant de points. Et si je gagne, je dis la même chose. Si je gagne, je dis j'ai gagné tant de points. Mais après, si vous voulez un compte, un tableau Excel avec 100 000 lignes, le risque-reward ratio, machin, etc. par trade. Beaucoup de boulot. Hein? Si c'est pas beaucoup de boulot, vous faites des trades tous les combien? Toutes les heures ou toutes les minutes? Si vous voulez, je vous prends comme stagiaire chez Benefix, et puis vous allez venir faire une journée avec moi. Non, moi je fais ça en automatique par ordinateur. C'est un travail sérieux et industriel. Non, honnêtement, nous on a vraiment beaucoup de boulot. On fait nos stratégies, etc. Mais honnêtement, le trading, etc., ça représente 20% du boulot. On a énormément d'autres choses à faire en fait. On a une équipe Europe qui se monte, etc. Donc nous, on doit tout coordonner, etc. C'est vraiment un gros boulot. Voilà, écoutez, vous avez d'autres questions? Ok, Ouais, plus de questions. On remercie chaleureusement son agenda très chargé. Il était ce matin chez BFM et il est ce soir chez nous, donc on le remercie. Donc l'idée c'est justement de présenter divers traders, diverses stratégies de trading. Et là on va continuer avec justement Yves Benoît. Si vous voulez venir, c'est à votre tour. Est-ce que j'amène mon ordi, soit on prend celui-là? On prend celui-là, si les retardataires arriveront à la suite, je pense qu'on va démarrer. Bonjour à tous déjà, et merci d'être venus parce que c'est un peu grâce à vous, c'est vous qui faites le succès de ces meet-ups.